Bonsoir, nous sommes réunis ce soir pour un direct de l'AFA assez exceptionnel, notamment à 3 titres. 1, parce que nous sommes sortis du cocon de l'association et que nous nous retrouvons dans les locaux de l'Institut du cancer à Montpellier. 3, parce que nous aurons des intervenants un peu spéciaux et très intéressants ce soir. Et 3, parce que nous disposons de moyens un peu exceptionnels pour cette soirée, puisque notre prestataire et partenaire Alexandre et sa société La Fabrique à Images a mis des moyens exceptionnels pour que nous puissions conduire cette émission dans les meilleures conditions. Donc, avant d'aller au plus loin, je voudrais vous rappeler les conditions pour que vous puissiez poser vos questions. Donc, vous avez sur votre écran la diapo qui vous explique comment poser les questions sur le site de l'AFA. Donc, vous voyez que vous avez à droite de l'écran questions, vous sélectionnez, vous posez vos questions sur le chat qui est en ligne. Et nous pourrons prendre en considération les questions que vous posez. Et éventuellement, vous avez la possibilité de répondre au sondage en cliquant sur l'onglet sondage et en répondant aux questions qui vous sont posées. Pour en revenir au direct, sachez que nous ne répondrons pas aux questions personnelles et que nous sommes dans une réunion d'information. Donc voilà. Pourquoi une journée l'émission se replace dans la journée mondiale. La journée mondiale est une journée qui existe depuis plusieurs années, notamment en Amérique du Nord, et nous avons voulu suivre nos amis canadiens pour pouvoir faire en sorte que cette journée s'installe en Europe et notamment en France, mais déjà l'Italie suit le Canada depuis plus de 8 ans. Donc nous suivrons une partie des pays européens, nous suivons l'Amérique du Nord et nous suivons l'Europe et nous suivons des pays européens dans cette aventure. Alors l'association s'est intéressée aux stomisés parce que un certain nombre de personnes sont stomisées en France. Donc nous avons quelques informations sur l'épidémiologie. Vous voyez que 100 à 130 000 personnes sont concernées en France, dont 60% sont des stomies temporaires. Donc il reste quand même 30% de stomies définitives. Parmi ces stomies, nous avons, en ce qui concerne les Mickey, uniquement 2% des malades qui sont concernés, alors que la majorité des personnes stomisées sont des stomisées du cancer. Mais 2% de 250 000 personnes, c'est quand même significatif, même si les 2% ne sont pas forcément tout le temps des stomies définitives. Donc c'est quand même près de 5 000 personnes qui sont concernées en France pour une stomie avec une Mickey. Donc à ce titre, l'association, depuis un certain temps, a produit un certain nombre de documents, mais là, pour l'instant, on va faire le point avec Madame Anne Stoebner, qui est sur le plateau avec nous, et Madame Stoebner va nous expliquer déjà qui elle est, et ensuite nous dire ce qu'est l'ICM et ce qu'est Epidor, et quelle est la relation que nous avons entre l'ICM et l'AFA. Bonsoir, merci beaucoup Monsieur Liberator. Bonsoir à tous. J'ai la chance d'être là ce soir avec vous pour relater une longue histoire, c'est vrai, de travail en commun. L'ICM est un centre de lutte contre le cancer qui fait partie d'un réseau et avec ces autres structures dédiées au cancer, c'est un hôpital qui a pour mission principale d'être toujours un pionnier, leader dans le domaine de la cancérologie. Et à l'ICM, chose unique en France, en 1988, le centre a construit cet espace que vous voyez à l'heure actuelle, qui est Epidor, le département de prévention des cancers. Vous avez vu les ateliers alimentation et en ce moment, vous voyez toute la partie dédiée à l'information sur le tabac.
L'ICM a toujours été en avance et dans ce domaine-là, il l'a été aussi en éducation thérapeutique et c'est comme ça que nous nous sommes rencontrés avec l'AFA, puisque l'ICM a été le premier centre à mettre en place de l'éducation thérapeutique en cancérologie avec les patients, pour les patients. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés il y a maintenant plus de 12 ans et que nous avons pu travailler ensemble pour réaliser des guides qui sont disponibles sur le site de l'ICM, mais également sur les sites de l'AFA. Et nous avons également réalisé des vidéos. Tous ces outils éducatifs sont là pour permettre de gérer le quotidien plus facilement. Et vous pourrez les consulter à tout moment. Je crois d'ailleurs qu'au cours de la soirée, vous aurez un rappel pour avoir les références et pouvoir les consulter à votre guise à tout moment. Enfin, l'ICM poursuit son travail de pionnier avec la participation de tous et des patients dans la qualité des soins et développe actuellement la démocratie sanitaire en partenariat avec l'AFA, qui est un de nos membres très actifs pour que les soins de demain soient encore meilleurs que ceux d'aujourd'hui. Et je vous remercie beaucoup de permettre à notre institution d'être présente à vos côtés encore ce soir. Eh bien, merci beaucoup. Donc vous avez compris que nous ne sommes pas intéressés à ce domaine du jour au lendemain. Et pour asseoir cette journée, nous avons dans un premier temps essayé de faire un état des lieux. Et cet état des lieux, nous l'avons fait à travers une enquête auprès des malades. Cette enquête a fait l'objet d'une publication aux Journées francophones d'oncologie digestive. Vous envoyez du reste le résumé qui a été publié à cette occasion. Et dans cette étude, il y avait notamment une analyse qui avait été faite avec une comparaison notamment de la qualité de vie avant et après l'intervention chirurgicale, comparaison entre les malades de Miki et les personnes atteintes d'un cancer. Et nous avons mis en évidence notamment que si pour les malades de Miki, la chirurgie digestive et notamment l'astomie était une vraie délivrance et un renouveau, par contre, pour les gens atteints de cancer, c'était une reconnaissance de leur handicap. Donc cette étude, elle a été notamment publiée dans un des AFAMAG et vous pouvez la retrouver dans un AFAMAG national. Donc hormis l'étude, nous avons développé les vidéos. Vous en verrez des extraits au fur et à mesure du lancement de chaque thème de cette soirée. Et bien évidemment, nous avons créé un parcours patient stomisé avec un ensemble d'outils dont les fiches pour vivre avec une stomie. Les fiches sont disponibles sur le site de l'association et éventuellement sur la plateforme Miki Connect, dans la plateforme qui vous permet de vous accompagner dans votre vie avec la maladie et notamment la vie avec la stomie. Vous voyez à l'écran un certain nombre de fiches, il y en a à peu près une quinzaine qui sont disponibles, elles sont à votre disposition, vous pouvez les lire, les consulter et les avoir avec vous dans votre apprentissage de la vie avec la maladie. Donc, concernant la maladie et concernant notre sujet, le premier invité, c'est Stéphanie. Alors on va s'appeler Stéphanie puisque je vous appelle Stéphanie parce qu'on se connaît de longue date. Donc Stéphanie est la stomathérapeute du pôle digestif du CHU. On va la voir sur des petites vidéos que nous avons tournées. Stéphanie vous accompagne dans ces vidéos vidéos éducatives. Donc là, elle vous présente à la fois le matériel et vous permet de comprendre comment mieux gérer votre soin dans le cadre de la stomie. Donc, première des questions que je vais vous poser, Stéphanie, en attendant qu'on puisse répondre aux autres questions. Le matériel, c'est quelque chose de primordial. Le choix du matériel et la bonne régulation du matériel. C'est quelque chose de primordial pour le patient.
Oui, effectivement, ça déjà, le matériel c'est essentiel par rapport aux patients, c'est vrai, parce que bon déjà, lorsqu'on doit choisir le matériel pour le patient, c'est essentiel parce que déjà il faut choisir le bon matériel par rapport à son anatomie, par rapport à sa stomie, parce que ça va être essentiel après dans son parcours. Donc c'est vrai, lorsque je suis le patient au moment de son hospitalisation, mon objectif c'est de trouver le bon matériel qui va lui être nécessaire pour après, qui va pouvoir l'aider après dans son suivi. Parce que si le matériel ne lui convient pas, ça va être difficile pour lui pour pouvoir être le plus autonome possible. Parce que après, dans son parcours, ça va pas être évident pour lui pour pouvoir se changer et pouvoir être autonome et pouvoir changer son appareillage. Donc en fait, l'appareillage va être un élément fondamental pour que la personne puisse retrouver confiance en soi. Oui, de toute façon, quand je rencontre un patient, mon objectif c'est bien sûr de trouver l'appareillage qui lui convient le mieux, parce qu'après, lui, il ne va pas réussir à entre parenthèses, se débrouiller tout seul. Et donc, moi, mon objectif c'est bien sûr de lui trouver l'appareillage qui lui va le mieux. Voilà. Donc, ce qui veut dire que votre activité, c'est beaucoup de psychologie, beaucoup d'écoute, pour faire en sorte qu'à la fois vous puissiez fournir le bon produit, mais aussi que la personne puisse reprendre confiance en soi, en elle. C'est sûr que mon travail n'est pas que de lui trouver la poche qui lui convient. Mon travail est, on va dire, autant de réussir à l'appareiller que de l'aider, de savoir lui tendre la main pour pouvoir l'aider à reprendre confiance en lui et surtout de l'aider à entre parenthèses, réussir à reprendre confiance en lui. Disons, réussir à passer le cap de comprendre déjà pas ce qui lui est arrivé, mais disons ce qui vient de se passer, reprendre confiance à l'opération. Non, disons que c'est un peu vague, mais je l'aide autant d'un point de vue psychologique que dans le soin. D'accord. Donc en fait, les gens qui viennent vous rencontrer abordent tous les sujets de la vie avec la stomie. C'est pas uniquement les questions que vous avez, c'est pas uniquement des questions liées au matériel. Il y a tout l'ensemble de la vie avec la stomie et la vie avec le matériel. Oui, je parle autant du patient, j'aide le patient autant dans sa vie quotidienne, dans sa vie professionnelle. Si l'appareillage ne lui convient pas par rapport à ce qu'il va faire pour son travail, pour son activité physique, son activité sportive, si dans sa vie sexuelle ça ne lui convient pas non plus, je suis là aussi pour l'aider. S'il me dit que les poches sont trop longues, trop courtes, tout ça, je suis là aussi pour lui montrer ce qui existe. Je ne suis pas là pour lui imposer un type de poche, je suis là pour lui montrer tout ce qui existe. Ce n'est pas moi qui porte la poche, c'est lui, donc je vais lui montrer tout ce qui existe et c'est lui qui va choisir la poche qui lui convient le mieux. Donc par rapport à sa vie personnelle. D'accord. Donc en fait, il y a un gros travail d'écoute, d'analyse et d'accompagnement. Voilà. Donc, dans les questions que nous posent régulièrement les gens, c'est bien évidemment les bruits, les odeurs, etc. On le verra éventuellement avec notre ami nutritionniste. Est-ce qu'il y a des solutions pour ces questions de bruit et d'odeur ? Alors, par rapport au bruit, on va dire effectivement, une ostomie n'a plus de sphincter. Donc le patient ne peut plus contrôler les gaz qu'il va faire. Donc la seule chose par rapport au gaz, ça va être par rapport à l'alimentation. Donc à chacun de réagir, chacun réagit d'une façon différente par rapport au gaz qu'il va faire.
un patient peut, déjà c'est à lui de voir comment il va faire par rapport à sa propre alimentation. C'est-à-dire qu'un patient peut manger par exemple des oignons et ne pas du tout avoir de gaz, qu'une autre personne va avoir beaucoup de gaz s'il mange des oignons. À chacun de se connaître au niveau digestif et à chacun de se contrôler, par rapport à ce qu'il va manger. S'il sait que s'il mange tel ou tel aliment, il va avoir plus ou moins de gaz, il limite ces aliments-là. Voilà. Mais après, il n'y a pas de remède miracle par rapport au gaz, on va dire. Voilà. La seule chose, c'est quand les gaz arrivent, moi je dis toujours aux patients, on met la main sur la poche et on limite les gaz, on limite le bruit comme ça, mais il n'y a pas de remède. Voilà. Après, par rapport aux odeurs, les odeurs, il y a le filtre à charbon qui est sur la poche, mais il n'y a pas de remède miracle par rapport aux odeurs. C'est si vraiment on a l'impression que ça sent trop mauvais, c'est que peut-être la poche ne convient pas. Dans ce cas-là, on parlait avec la stomathérapeute et peut-être changer matériel. Voilà. D'accord. Concernant les problèmes dermatologiques, parce que encore hier matin, j'avais un souci, une personne avait un souci et elle avait des soucis avec les fuites qui lui provoquaient des brûlures. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à faire ou est-ce qu'il y a des précautions à prendre pour que ça ne se reproduise pas? Alors, par rapport aux fuites. Déjà, il faut analyser pourquoi il y a une fuite. Alors ça, c'est à voir aussi avec nous, les stomathérapeutes, oh là là, la grosse faute que je viens de faire, par rapport avec nous, parce que de où vient la fuite? Est-ce que déjà est-ce que l'appareillage convient? Est-ce que vous avez un problème au niveau de votre appareillage? Est-ce que l'appareillage vous convient, que vous avez votre appareillage qui est bien adapté? Est-ce que votre stomie est dans un pli? Est-ce qu'il ne faudrait pas changer votre appareillage? Est-ce que vous n'êtes pas avec un appareillage trop dur? Est-ce qu'il ne faudrait pas passer à un support plus souple? Ou alors, est-ce que vous n'avez pas des fuites parce que vous n'avez pas mis de joint de protection? Alors, quand je dis joint de protection, c'est est-ce que vous avez bien mis votre patte ou votre anneau? Est-ce que vous n'avez pas découpé votre support trop large? Tout ça, c'est une analyse à faire. Après, d'un problème de dermato, au niveau de votre peau, si vous avez des brûlures, peut-être quels sont les types de brûlures? Est-ce que c'est des brûlures à cause justement de votre fuite? Est-ce que si c'est des fuites péristomiales, enfin une brûlure péristomiale, ça peut s'arranger en mettant de la poudre, je ne vais pas dire les marques, mais il y a une poudre qui peut se mettre en péristomiale pour arranger les problèmes de brûlure. Après, on peut avoir aussi des problèmes de peau type allergique. Donc ça, si c'est une allergie, il faut changer le support. Après, il peut y avoir une folliculite. La folliculite, ça peut être dû parce qu'on a rasé les poils. Des poils, ça ne se rase pas sous le support, ça se coupe parce que sinon le poil, il va pousser à l'envers. Tout ça, des problèmes de peau, on va dire, ça s'analyse avec la stomathérapeute directement. On ne peut pas se dire, on ne regarde pas la peau et on se dit, oh, c'est pas grave, j'ai des rougeurs, j'ai des brûlures, ça va passer comme ça. Une brûlure, un problème dermatologique sous le support, ça peut s'aggraver très très vite. Donc là, il vaut mieux directement en parler avec sa stomathérapeute. D'accord. Parfait. On parlera après de l'activité physique, mais est-ce qu'on peut avoir des soucis pour les bains, les douches ou autres? Est-ce qu'il y a des choses particulières à faire ou à ne pas faire? Alors, pour la douche, le matériel est fait pour aller sous la douche. D'accord ? Ce sont des poches qui sont faites pour. Il y a juste, sur toutes les poches, il y a le filtre de charbon. Alors, il y a deux techniques. Le filtre de charbon, où on peut le protéger. Dans toutes les poches, dans toutes les boîtes de poche, il y a le petit bout de scotch qu'on peut coller sur le filtre de charbon pour protéger le filtre, pour qu'il soit évité d'être noyé. Après, il y a deux techniques. Où on protège son filtre, ou alors, tout simplement, on change la poche après la douche. Après, pourquoi pas retirer carrément son matériel et se doucher sans matériel. Ça peut faire que du bien à la peau. Après, c'est à voir à chacun. Un patient colostomisé peut retirer son matériel. Et du coup, il y aura pas s'il a déjà eu ses selles, il peut se connaître au niveau intestinal. Il va prendre sa douche
sans matériel, il sait qu'il n'aura pas d'écoulement. Un patient iléostomisé, forcément, il aura plus de sel qui risque de couler. Dans ce cas-là, il va prendre sa douche à jeun. Il est sûr qu'il n'aura pas de sel qui va couler, mais ça peut faire du bien aussi de prendre une douche sans matériel. D'accord. Ça peut faire Donc, que du bien. En fait, il y a eu, avant de faire que ce soit les seins, les douches, que ce soit les bains, que ce soit les douches ou les soins, l'idéal, c'est de connaître quand même quel est son transit et quel est le moment le plus idoine pour pouvoir faire toutes ces opérations. Oui. Donc en fait, il faut se connaître soi-même. Voilà. Et voilà. Donc en fait, il y a une grosse analyse sur soi. Après l'intervention chirurgicale, il y a un temps d'adaptation et c'est dans toute cette adaptation qu'on apprend à se connaître et qu'on apprend à connaître son corps pour pouvoir faire les choses dans les meilleures conditions. Moi, je dis toujours aux patients, quand vous sortez de l'hôpital, attendez toujours au moins 15 jours, 3 semaines, que votre corps reprenne un petit peu son rythme. Déjà d'une, quand on est à l'hôpital, le corps avec tout ce qu'il vient d'ingérer comme médicaments, tout le stress que vous venez d'avoir, votre corps, il faut qu'il se repose, il faut qu'il reprenne un petit peu faut qu'il se vide de tout ça. Le stress des blouses blanches, faut être franche, hein, on vous stresse, nous à l'hôpital. Hein. Donc, reprenez votre rythme. Reprenez votre alimentation à la maison, tranquille, parce que souvent, l'alimentation 5 étoiles dans les barquettes en plastique de l'hôpital, c'est pas top. Reprenez votre alimentation tranquillement, attendez de vous connaître, et puis après, vous saurez comment vous êtes tranquillement chez vous, quoi. Prenez votre temps, et puis après, au bout de 3 semaines, généralement, tranquillou, une fois que vous aurez pris votre temps sur votre canapé, vous serez bien reposé, déjà, vous pourrez vous connaître au niveau intestinal. Donc, prenez votre temps, reposez-vous, puis après vous aurez le temps de savoir comment vous êtes. Mais voilà, il faut déstresser, il faut être tranquille chez soi pour se connaître au niveau intestinal. Et après on aura le temps. Parfait. Voilà. Donc on va passer à notre deuxième sujet qui est l'activité physique. Et on pourra laisser un temps après aux personnes pour nous poser des questions. Donc concernant l'activité physique, donc on va lancer la petite vidéo concernant cette vidéo qui pourra être retrouvée sur la plateforme Mickey Connect et sur la Web TV de l'AFA. Et après nous aborderons tous les deux parce que Madame Kersten est bloquée dans un aéroport avec son avion et elle n'a pas pu nous rejoindre. Donc je pense que nous sommes même tous les deux ou tous les trois de pouvoir répondre aux questions des auditeurs, dans la mesure où je vois là-bas les images qui défilent et les questions qui se posent. Donc la petite vidéo sur la présentation de l'activité physique. Donc nous avons fait une petite vidéo sur l'activité physique avec notamment quelles sont les positions à avoir ou les bonnes attitudes à avoir pour éviter ce que l'on risque de connaître tous si on ne prend pas les précautions, à savoir une éventration. Mais, donc, Stéphanie, on peut faire de l'activité physique. Oh oui, aucun problème. Tout patient stomisé peut faire une activité physique. Là, il n'y a pas de souci. La seule chose à savoir, c'est qu'il y a quand même la paroi abdominale qui a été, on va dire, un petit peu, pendant le bloc opératoire, qui a été un petit peu, entre parenthèses, titillée. D'accord ? Donc déjà, en post-opératoire direct, on demande au patient de ne pas forcer sur sa paroi abdominale. Donc déjà, souvent, tout patient qui a été opéré au niveau chirurgical a une ceinture abdominale. Donc on demande au patient de garder sa ceinture abdominale. Après, tout patient stomisé peut à long cours faire du sport. Moi, j'ai des patients stomisés qui font du cheval, de la natation, du jogging sans aucun souci. Par contre, c'est vrai que la seule chose qu'on demande aux patients stomisés d'éviter quand même, c'est des abdominaux. Pourquoi ? Parce que là, ils vont quand même tirer un peu trop sur la paroi abdominale elle-même. Le risque quand même, c'est que vraiment le vrai risque au niveau de la paroi abdominale, c'est qu'au niveau autour de la stomie, il y a un risque, c'est l'éventation péristomiale et le prolapsus. Pourquoi ? Parce que autour de la stomie en elle-même, les muscles, il y a eu une incision qui a été faite et la paroi abdominale, elle peut se déchirer. Donc, c'est vraiment le gros risque. Donc, quand vraiment il y a un sport trop intensif qui peut être fait, on demande aux patients de porter leur ceinture abdominale. Donc, une ceinture abdominale qui va être découpée vraiment au bord de la stomie,
pour laisser passer la poche, pour faire un maintien de la paroi abdominale. D'accord ? Et le deuxième risque aussi, c'est le prolapsus, parce que bon, ça, le prolapsus, l'intestin, il va ressortir quand vraiment ça force trop. Donc le prolapsus, si c'est un prolapsus qui rentre encore facilement, ça va, mais à long cours, il y aura reprise chirurgicale. Voilà. Mais sinon, tout sport peut être fait. Pierre Sénès, un complément d'information sur l'activité physique ? Oui, ça me permet de préciser un peu ce qu'est l'activité physique. L'activité physique, il y a des recommandations qui sont, si possible, à mettre en place. Et très souvent, on croit faire de l'activité physique et on ne fait pas obligatoirement de l'activité physique. C'est 30 minutes de cardio, c'est-à-dire il faut vraiment être essoufflé quand on fait cette activité physique. Et c'est au minimum 30 minutes par jour. C'est pas si simple que ça à faire quand on regarde. Très souvent, on bouge, on est actif. Et être actif n'est pas de l'activité physique. Ce n'est pas non plus faire du sport pendant 2 heures et s'épuiser au niveau de la paroi abdominale avec des risques inhérents. C'est vraiment quelque chose de très simple. Ça peut être de la marche active, ça peut être de la natation, ça peut être du jardinage, ça peut être pas mal d'activités peuvent le faire, de la danse bien sûr. À aucun moment la stomie ne doit gêner dans ces activités et on est tout à fait capable de réaliser cela, tout en étant dans les recommandations et en poursuivant, en essayant de garder la bonne santé. Parce que pourquoi on fait la promotion de cette activité physique ? Parce qu'on le verra aussi pour l'alimentation, cette activité physique, elle est un des éléments, c'est pas le seul, mais un des éléments qui aide à réduire les risques de cancer sur les années qui vont venir, qui aide aussi à réduire les risques de maladies cardiovasculaires et qui évidemment réduisent aussi les risques d'obésité et de surpoids. Ouais, c'est sûr qu'une Mickey plus une stomie, si on rajoute ce que vous venez de dire, ça sera quand même difficile à vivre. Donc il vaut mieux quand même se prévenir et anticiper, notamment par l'activité physique. Voilà. Totalement, mais ce n'est pas la seule chose, on va le voir. D'accord, ok, oui, non, mais ça, et c'est le troisième volet qu'on abordera. Donc on peut aller à la piscine, il n'y a pas de souci. Éventuellement, ce qu'on peut recommander, c'est quand même d'anticiper avec le gestionnaire de la piscine pour prévenir du risque éventuel et de voir quelles sont les conditions dans lesquelles ça peut se faire. Donc il y a certains maires ou certains gestionnaires de piscine qui refusent d'avoir les personnes stomisées dans la piscine. Donc ce qu'il est recommandé de faire, c'est de s'expliquer, d'expliquer la situation et de demander dans quelles conditions la piscine peut être faite. Donc s'il faut porter un vêtement qui protège complètement ou autre, mais c'est tout à fait possible. Donc vous pourrez retrouver éventuellement sur la plateforme Wikiconnect des témoignages de patients. Les 2 patients qui ont témoigné dans le cadre des vidéos éducatives qui sont à votre disposition, l'un fait de la plongée sous-marine, l'autre fait du vélo, mais à haute dose. Donc en fait, c'est possible de faire de l'activité physique, mais dans les bonnes conditions et avec un entraînement au départ. Donc là-dessus, pas de problème particulier. Et quand on dit activité physique, c'est à la fois du sport, c'est à la fois, comme vous le disiez, le jardinage, etc. Donc tout ce qui est activité physique. Éventuellement, en prenant les précautions d'usage, notamment la ceinture abdominale qui est à mettre et à choisir avec la stomathérapeute et à découper avec la stomathérapeute pour qu'elle soit parfaitement adaptée à sa situation. On a un troisième point qui va être lourd, c'est l'alimentation. Donc on reviendra éventuellement sur les questions liées à la stomathérapie et à l'éducation physique, mais je pense qu'au niveau de l'alimentation, il y a beaucoup à dire et nous avons avec nous un spécialiste de l'alimentation, à la fois gastro-entérologue et à la fois responsable du pôle nutrition de l'Institut du cancer de Montpellier. Donc, vous allez découvrir rapidement la petite vidéo, la vidéo que vous pouvez retrouver sur la plateforme. Et la vidéo, c'est Pauline, la diététicienne de l'association en région. En ce qui concerne l'alimentation
pour les stomiser. Donc le principe de base, c'est de pouvoir à terme Donc Pauline avoir nous une explique alimentation tout à fait quelles sont normale, équilibrée qu'une alimentation et variée, après et une avec du chirurgie plaisir. doit se faire de manière adaptée pour en arriver le plus rapidement possible à une alimentation la plus variée possible et elle rajoutait avec du plaisir. Donc Pierre Sénès, une alimentation variée, peut-être pas dans l'immédiat, mais déjà, est-ce que la nature du transit est la même qu'on ait une colostomie ou qu'on ait une iléostomie? Et est-ce que dans les deux cas, il y a des précautions à prendre ou des solutions à adapter? Est-ce qu'il faut écarter ou pas des aliments? Est-ce qu'il faut ou pas? Voilà. Bon, à la première question, est-ce qu'il y a un transit différent et des conditions différentes entre une iléostomie et une colostomie? La réponse est assez aisée. Le transit est vraiment... La consistance des selles, c'est pas vraiment le transit, la consistance des selles est vraiment très différente, puisque, si vous voulez, le temps de transit est le même tout le long de l'intestin. Il va être, sauf qu'on arrête, avec l'iléostomie, on arrête les selles et on les fait sortir plus tôt qu'au niveau du côlon. Elle ne bénéficie donc pas de toute la réabsorption de l'eau qui se fait en général au niveau du côlon. Ce qui fait que les selles, au niveau de l'iléostomie, sont plus hydratées, ont plus d'eau, et comme elles ont plus d'eau, elles sont liquides. Évidemment, il manque une partie de cette réabsorption. Et donc, comme on n'a pas cette réabsorption d'eau, il y a quand même des risques aussi de déshydratation liés à des stomies très haut placées. Il existe des stomies iléales, mais il existe aussi des stomies plus hautes encore. Jéjunales, par exemple, dans les cas extrêmes. Et donc là, on a évidemment des selles en grande quantité, très liquides, qui sont liées aux sécrétions digestives, à la fois aux boissons, mais aussi à tout le tube digestif qui fabrique des sécrétions au niveau de l'estomac, au niveau de tout le tractus digestif. Et on n'a pas le temps, l'intestin n'a pas la possibilité de réabsorber, de récupérer ce liquide au niveau de l'intestin qui va de tout le cheminement des selles. Donc, évidemment, l'alimentation va avoir peu d'effet sur des stomies très haut placées, parce qu'en fait, quoi que vous mangiez, vos selles vont être évidemment très hydratées, très liquides, et que vous mangiez des laitages ou pas de laitage, ça ne va pas obligatoirement fondamentalement changer le transit qui va être de fait très accéléré. On va avoir recours surtout à des traitements médicamenteux qui vont essayer de ralentir le transit, pour essayer de réduire la quantité de sel et surtout réduire les risques de déshydratation ou de problèmes hydriques qui pourraient survenir. Évidemment, l'astomie joue un rôle important dans l'adaptation de la poche, avec souvent des tubulures sur les systèmes de poche pour éviter d'avoir à vidanger sans arrêt ces liquides qui sont parfois très abondants. On peut avoir des stomies qui donnent 2 litres, c'est assez fréquent d'avoir ça. Alors oui, l'alimentation, on peut évidemment essayer de jouer un rôle, et je dirais que ça va dépendre aussi du geste chirurgical qui va être associé. Par exemple, si vous enlevez une partie de l'intestin, grêle, du petit intestin, on sait que sur ce petit intestin se trouve une enzyme qui s'appelle la lactase, qui favorise la digestion des lactoses, c'est-à-dire du lait par exemple. Et donc ces laitages, si vous en prenez à ce moment-là, vont avoir tendance à donner plus de sel liquide, plus de diarrhée, parce qu'ils n'auront pas pu être digérés de façon adaptée, seront fermentés et vont ainsi occasionner plus de diarrhée. Voilà par exemple, alors, il va falloir ainsi adapter en fonction de l'astomie, du geste chirurgical et trouver les bons compromis. Tout en gardant l'idée, si possible, qu'il faut avoir une alimentation variée. Je rejoins tout à fait la vidéo de Pauline, dans le sens où il faut une alimentation variée, si possible équilibrée. Ça veut dire, on va en parler un peu plus dans le détail, mais qui permettent au corps finalement de subvenir à tous ses besoins. C'est ça, en fait, l'idée. La colostomie, elle est un petit peu plus bas, donc les selles bénéficient de la réabsorption de l'eau, et donc en fonction de la colostomie à droite ou de la colostomie à gauche, on va avoir plus ou moins de côlon qui va être présent, et on bénéficie aussi de la fin du petit intestin, et donc l'eau est réabsorbée au fur et à mesure avec des selles qui seront plus ou moins solides au fur et à mesure qu'on va tendre à se rapprocher du rectum et de l'anus, bien sûr. Voilà, j'espère que j'ai été clair là. Oui, parfaitement. Donc éventuellement, ça a aussi une incidence, quand vous parlez d'absorption, ça veut dire que ça a aussi une incidence sur la réabsorption des sels minéraux, des acides aminés, etc. Alors, totalement.
Totalement, c'est-à-dire qu'en fait, le problème de la déshydratation sur la stomie iléale ou plus haute, c'est-à-dire qu'en fait, non seulement on a l'eau qui manque à être au niveau du corps et qui part à l'extérieur, mais on a une fuite principalement de sel qui part avec cette eau. Et c'est cette combinaison qui fait qu'on se déshydrate en fait. Et idéalement, il faudrait boire de l'eau un peu salée pour compenser sur ces pertes. Parce qu'en fait, si on ne prend que de l'eau, on a un effet de chasse intestinale qui favorise au contraire l'élimination et la fuite d'eau et d'électrolytes, d'ions, de sel en particulier. Et donc ça, c'est quelque chose que vous devez voir avec l'équipe médicale dès le début. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui doit se mettre en place très tôt. En général, les iléostomies, elles sont temporaires pour protéger des anastomoses plus bas situées. Et donc, il faut être vigilant sur ce temps de stomie temporaire avant la fermeture. Vous avez donné les chiffres au début, c'est très fréquent les stomies temporaires. En général, elles sont à droite et en général, elles sont sur l'iléon. Et en général, c'est là qu'on a des fuites assez importantes. C'est temporaire, mais pour autant, il faut être vigilant. D'accord. Donc ça veut dire qu'éventuellement, il faut compléter l'alimentation pour pouvoir avoir une alimentation pour avoir les mêmes apports. Oui, il faut compléter, mais surtout compléter l'hydratation, c'est-à-dire et puis faire de temps en temps quand même régulièrement. Là, il y a éventuellement des bilans sanguins à réaliser. Il y a une surveillance particulière quand même sur les iléostomies. Il faut être vigilant, un peu plus vigilant que la colostomie. On est sur un transit qui est à peu près standard s'il n'y a pas eu de grosse résection intestinale centrale. Par contre, sur l'iléostomie, il faut vraiment être vigilant. Il y a une surveillance médicale, il y a un suivi régulier à faire. Il y a des prises de sang et notamment des ionogrammes ionogrammes qui incluent évidemment le fonctionnement rénal et l'état d'hydratation. D'accord. Tout à l'heure, on a parlé, on disait qu'il fallait la plus variée possible et la plus équilibrée. Il n'y a pas d'aliments à supprimer. Alors, ça c'est une vraie question. Pauline propose de supprimer, de réduire, de mettre une alimentation pauvre en fibres après la chirurgie. C'est un vrai débat, ce sujet. Si on est sur la qualité de vie, je dirais les gaz, les ballonnements abdominaux, sur ce temps post-opératoire où il y a des antibiotiques qui perturbent beaucoup le transit intestinal, on est effectivement un peu en difficulté sur une alimentation dite normale, variée. Et on a un temps d'adaptation. Les nutritionnistes comme moi qui sont qui sont vigilants sur le risque de perte de poids et de dénutrition, c'est vrai que nous ne sommes pas très favorables à une alimentation dite thérapeutique, d'alimentation qui a pour but de réguler un transit, parce qu'en général, on réduit une quantité d'aliments très souvent qui est appréciée par les patients, et de fait, les patients commencent à perdre du poids, ce qui en cancérologie va poser un problème particulier. On sort un peu de la maladie inflammatoire, mais en cancérologie peut poser un problème particulier, surtout s'il y a une programmation de chimiothérapie à venir pour la suite. Oui, ce qui veut dire qu'il faut être en forme pour pouvoir Exactement, ça veut dire que la planification ne doit pas se faire sur 10 jours. Un projet de soins, c'est un projet sur 3, 6 mois, 1 an. Et donc, on a tout un ensemble de thérapies qui vont arriver. Et il faut donc les planifier et s'organiser pour être en forme au moment où les traitements vont arriver. Ça veut dire, on mange équilibré, on mange varié, on essaie de ne pas supprimer des aliments particuliers, on essaie de maintenir son poids et on garde une bonne activité physique. Pourquoi ? Parce que quand on est allongé, on perd du muscle. On perd un peu de poids en général quand on est hospitalisé. L'alimentation à l'hôpital, elle n'est pas très bonne très souvent. Puis on n'est pas chez soi, effectivement, comme le disait Stéphanie. Mais la problématique, c'est qu'ensuite, quand on reprend un peu de poids, on ne reprend pas du muscle, on reprend du gras. Et à un moment donné, pour transformer le gras en muscle, ce n'est pas si simple. Et il va falloir retravailler et se reconditionner avec une alimentation variée, équilibrée et de l'activité physique pour essayer de regagner une forme satisfaisante avant d'aborder l'étape suivante. D'accord. Donc la crainte éventuellement pour certains patients, c'est un autre sujet, c'est les subocclusions. Oui. C'est quoi une subocclusion ? Une subocclusion, c'est quand l'intestin se ferme. L'intestin se ferme partiellement et pas complètement. L'occlusion, c'est quand il est fermé complètement. Il se bloque. Vous fermez le robinet, ça ne peut pas passer dessous, ça passe par-dessus. Donc, à un moment donné, le liquide de l'intestin, il est tous les jours, vous avez 800 ml de liquide gastrique, plus le reste de l'intestin, eh bien, il faut bien que ça passe quelque part. Donc, si vous fermez le robinet en dessous, ça va passer en dessus. Donc, vous allez avoir douleur abdominale, parce qu'il y a des spasmes de l'intestin qui vont pousser dessus sur cette zone fermée, et à un moment donné, l'intestin se remplit jusqu'à un trop-plein et vomissement, nausée, vomissement. La subocclusion, c'est une fermeture partielle. C'est-à-dire qu'en fait, vous fermez un peu le robinet, mais pas complètement. Et donc,
l'intestin a tendance à se remplir, on n'est pas très bien, on est nauséeux, on a souvent des douleurs abdominales, quelquefois on vomit, mais pas complètement, et on continue quand même à avoir un transit, mais pas pareil, avec souvent des selles qui deviennent un peu plus dures ou moins fréquentes. Voilà. Et donc là, et on a un ventre qui est évidemment un peu plus tendu, un peu plus ballonné, un peu plus volumineux. Et à ce moment-là, on commence à évoquer la subocclusion et on a besoin d'examens complémentaires. Donc c'est un problème, c'est essentiellement un problème mécanique qui est lié à un excès de fibres éventuellement. Ça peut être lié à des problèmes alimentaires sur une zone un peu fibreuse intestinale, un tuyau un peu fermé, et vous amenez des fibres qui viennent bloquer, par exemple. Ça peut être aussi des brides dans l'abdomen après la chirurgie avec des anses qui peuvent venir s'imbriquer là-dedans et se fermer partiellement. Voilà. Différentes raisons. Donc dans le deuxième cas, c'est la chirurgie qui peut régler le problème. On essaie d'éviter la chirurgie après une première chirurgie, si c'est possible. Oui, voilà. Donc on essaie les traitements médicaux. D'abord, la sonde, difficile pour évacuer le liquide. En général, quand on propose une sonde nasogastrique, dans ce contexte-là, l'idée c'est de vider le volume au-dessus. Si vous voulez, il faut imaginer un tuyau un peu souple. Si vous mettez de l'eau au-dessus de ce tuyau un peu souple, il va avoir tendance à s'avachir et à favoriser au contraire la fermeture du tuyau, de la zone de fermeture. Ça va s'avachir et fermer complètement le tuyau. Si on met une sonde et qu'on évacue ce trop-plein au-dessus, on peut espérer peut-être que finalement ce système mécanique s'amenuise un peu au-dessus et permettre de reprendre un transit. C'est un peu l'idée de la sonde. Très fort désagréable, mais bien nécessaire quelquefois pour vidanger le Sinon, l'intestin. éventuellement, si c'est un problème lié à de l'alimentation, donc là après, il faut... Si c'est lié à l'alimentation, il faut reprendre l'alimentation, il faut re-questionner le patient dans le détail pour savoir éventuellement où il y a eu les écarts alimentaires et on peut retrouver quelquefois quelques produits, quelques fibres particulièrement indigestes qui pourraient occasionner des blocages. Et je pense à cette saison en particulier aux champignons, donc qui sont des fibres qui restent vraiment dans l'intestin, qui peuvent venir sur une zone préfermée déjà, qui peuvent venir s'impacter et faire un blocage. D'accord. Donc, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'une fois qu'on a fait l'analyse alimentaire, qu'on se prive de cet aliment. Ah, ça veut dire que quand même il va falloir être prudent parce que si la zone est toujours un petit peu occluse, un peu fermée, à chaque fois qu'on va amener un aliment un peu avec une fibre un peu insoluble, et c'est pas lié à la mécanique, hein. Ça vous pouvez la mixer, ça change pas grand chose à l'affaire. La fibre elle n'est pas absorbée et elle reste dans l'intestin et elle va quand même venir potentiellement se bloquer. Donc en fait, on peut continuer à manger, mais à dose homéopathique pour se faire plaisir. Oui, vous mangez de tout, sauf l'aliment ou les 2-3 aliments qui vont vous poser problème, là pour le coup, que vous avez identifié comme étant problématique. Voilà. Donc, au même titre que pour la stomathérapie, elle fait une analyse de la situation du patient. Au niveau de l'alimentation, on fait une analyse de ce qu'on mange pour éviter de faire en sorte de se priver et de continuer à se faire plaisir. En sachant qu'éventuellement, un aliment qui ne passe pas à un moment donné peut très bien passer ou être accepté à une autre période. Totalement. Et ça, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que notamment après la chirurgie, il y a des phénomènes inflammatoires locaux qui font que petit à petit, ces phénomènes vont éventuellement régresser. Et un aliment qui peut avoir été mal toléré à un moment donné peut tout à fait être bien toléré après. Stéphanie disait après la chirurgie, souvent il est barbouillé, souvent il y a les antibiotiques, il y a tous ces traitements qui barbouillent, effectivement, qui sont un peu difficiles à tolérer avec des perturbations du tube digestif et du tractus de la digestion. Eh bien, effectivement, un peu à distance, on est un peu mieux, on peut réintroduire certains aliments qu'on avait mal tolérés. Probablement, ils passeront mieux sans trop de difficultés. Donc en fait, il faut en permanence ne pas exclure, mais faire des essais régulièrement pour vérifier que voilà, les choses passent. Ce qui est intéressant dans les essais, ce qui est important, c'est d'essayer de ne pas les faire... de ne pas faire tout un groupe d'aliments d'un coup. C'est-à-dire qu'on a identifié quelques aliments qu'on ne tolérait pas très bien, et bien quand vous les réintroduisez, il faut essayer de les réintroduire un par un, parce que si vous avez identifié que quelques légumes vous faisaient du mal et que tout d'un coup vous faites un tiers de légumes pour réintroduire les aliments, qui va comprendre 3 ou 4 aliments que vous aviez identifiés comme à risque, vous ne saurez pas, si vous faites un problème, vous ne saurez pas lequel est responsable là-dedans. Donc il va falloir réintroduire progressivement. Progressivement et en pouvant identifier exactement. La source éventuellement de problèmes. Exactement. Voilà. Donc là, on vient de faire un petit peu l'analyse. Donc, si je comprends bien, en iléostomie, il faut faire attention et boire un peu plus. Il faut s'assurer
notamment en iléostomie, tout le temps, il faut toujours le temps boire, mais là, il faut quand même boire un peu plus. Il y a pas les compléments alimentaires, est-ce que c'est vraiment nécessaire ou pas? Alors, les compléments alimentaires, attention aux mots. Dans les compléments, il y a les compléments alimentaires et les compléments nutritionnels. Voilà, donc, ce sont deux choses différentes. Le complément alimentaire, c'est tout ce que vous avez en gélule, comprimé, ampoule. Ça, il n'est pas utile d'en prendre, ça n'apporte pas de bénéfices, sauf carence particulière. C'est-à-dire s'il vous manque un élément qui a été identifié sur un prélèvement sanguin. Par exemple, le médecin traitant vous dit, tiens, on va regarder le dosage de vitamine D, voir si vous n'êtes pas carencé. Il identifie une carence en vitamine D, il vous donne un traitement. C'est un complément alimentaire, mais il est justifié parce qu'il y a une carence qu'il faut corriger. Le complément nutritionnel, c'est un aliment qui a pour but d'enrichir votre alimentation parce que vous ne mangez pas assez. D'accord. Le complément nutritionnel, il est prescrit normalement par un professionnel de santé, en général un diététicien nutritionniste, qui a identifié chez vous que vous aviez perdu du poids pour essayer de vous faire reprendre du poids parce que vous ne mangez pas assez. Donc ce sont deux choses vraiment très différentes. D'accord. Donc en fait, ce que vous me dites là, c'est éventuellement valable pour les malades de Mickey stomisés seniors. Oui. Tout à fait. Ouais, qui cumulent tous les handicaps de la vie, Totalement. de l'avancée dans la vie, le handicap de la Mickey et de l'handicap de la stomie. Donc en fait, il faut vraiment, être suivi et géré. Exactement. On est bien d'accord. Totalement. Voilà. D'autres, je ne sais pas, je n'arrive pas à voir toutes les questions là-bas sur l'écran parce que voilà. Est-ce que vous auriez éventuellement des compléments à faire l'un ou l'autre sur ce que l'on vient de dire? Est-ce qu'il y a des choses à rajouter? Non. Vous pensez avoir non, au niveau de l'alimentation, pas particulièrement. Non. Pas particulièrement. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui veulent voyager? Est-ce qu'il y a des choses particulières à faire pour quelqu'un qui veut voyager? Hormis que, tout à l'heure, en début d'après-midi, j'ai quelqu'un qui est venu me voir en me disant « Mon papa va venir et va prendre l'avion ». Est-ce qu'il y a un risque de prendre l'avion avec une poche? Non, qu'il n'hésite pas, il faut y aller. Non, mais il n'y a pas... Alors, elle avait peur qu'avec l'altitude, la poche allait exploser, etc. Non, à ce niveau-là, aucun problème. Il faut juste qu'il n'oublie pas, c'est qu'il ne pourra pas rentrer dans l'avion avec une paire de ciseaux. Oui. Le petit truc, c'est qu'il ne pourra pas rentrer dans l'avion avec... faudra, au niveau de la sécurité, sa paire de ciseaux sera retirée. Oui. Donc, qu'il pense après découper sa poche avant. Le petit truc, c'est que du coup, faudra qu'il prenne des poches avec lui, mais en cabine. Pas dans la soute. Oui. Son matériel, comme tout patient stomisé, son matériel, il le prend dans son sac. Ouais. Voilà. Mais après, au niveau de l'avion lui-même, c'est pas parce qu'il va être en altitude que sa poche risque plus d'exploser que... voilà. C'est juste la paire de ciseaux, elle rentrera pas en cabine. Voilà. Et que de toute façon, dans les avions, il y a des toilettes, donc il pourra, s'il y a besoin, aller le changer la poche dans l'avion. D'accord. Donc en fait, il faut prévoir, anticiper. Mais ça, je pense que les malades à la fois de Mickey et de stomisés savent ce qu'il faut faire. Il faut avoir sa petite trousse avec les socles prédécoupés, prêts à l'emploi, avec la poche prêt à l'emploi, le sac poubelle prêt à l'emploi. C'est dommage que la sécurité jette la jolie petite paire de ciseaux. Voilà, mais là, donc la paire de ciseaux à bourron, elle reste en soute avec la valise. Mais tout le reste est prêt dans une petite pochette avec le bagage cabine. Un patient stomisé peut autant voyager que n'importe qui. Voilà. Je voudrais rajouter, si vous le permettez, d'abord remercier l'association François Aupetit, c'est une immense association. Et puis, évidemment, ce travail de M. Liberator pour les stomisés de France, bien sûr. Et je voudrais profiter de cette opportunité qui m'est donnée de parler pour faire la promotion de trois actions ou de sites qui me semblent importants, pour l'alimentation en particulier. Donc, je voudrais d'abord faire la promotion du réseau NACRE, N-A-C-R-E, qui est un réseau dans lequel on parle du cancer, bien sûr. Naturellement, on n'a pas tendance, lorsqu'on a une Mickey, à aller voir le site du cancer. Cependant, c'est comme l'association aux petits, c'est une action académique sur le réseau NACRE, et vous trouverez beaucoup de conseils sur comment bien manger. Sur une vidéo, ici, je ne peux pas détailler le comment bien manger pour prévenir les maladies cardiovasculaires ou pour prévenir le cancer, mais vous trouverez sur le réseau NACRE toutes les informations importantes.
Deuxièmement, je voudrais aussi faire la promotion du Nutri-Score. Le Nutri-Score, c'est le programme national nutrition santé, fait la promotion d'un outil que vous trouvez aujourd'hui sur les aliments qui permet de donner la qualité des aliments que vous allez consommer. Sur un score c'est des scores avec des couleurs qui vont de A, B, C, D. Peut-être ça, je ne suis pas sûr que ça aille à E, je ne crois pas. Mais évidemment, plus vous allez être vers le A, dans les codes verts, plus vous serez sur des aliments qualitatifs, meilleur sera votre santé dans les années à venir quand vous suivez ces recommandations. Le dernier point que je voudrais profiter de promouvoir, c'est parce qu'on est ici à Épidore, c'est quand même, et parce que c'est une action canadienne, les stomisés dont vous avez parlé, ici on a une action qui est menée, qui est exceptionnelle, qui s'appelle le Grand Défi Vivez Bouger, qui est issu aussi du Canada fait la promotion de l'activité physique chez les enfants, dans les collèges, dans les lycées. Et cette action est menée ici par la structure Épidore. Ils ont fait plus de 10 000 enfants dans toute la région et c'est une promotion qui va se faire dans toute la France. Et donc ça fait partie, tout ça, des actions comme votre association et vos associations. Ça permet de promouvoir le bien vivre en étant dans le bien-être aussi. Merci beaucoup. Merci à vous. Le fait que nous ayons collaboré montre que nous avons des sujets transversaux et que nous pouvons les traiter ensemble. Voilà, sans être chacun de notre côté. Donc en fait, cette collaboration, elle est là, c'est de travailler ensemble sur des sujets transversaux et que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Donc on a été invité à la réalisation des petits guides, on a participé, vous avez participé à la réalisation des vidéos, donc on continue de travailler ensemble et je crois que c'est pour le meilleur et surtout pour le meilleur des patients. Voilà. Donc on va conclure cette émission. Je voudrais qu'on finisse en vous expliquant que tout ce qui a été vu, donc on va lancer les directs, tout ce qui a été vu sur les directs de l'AFA, les fiches, les vidéos, etc. Vous pouvez le retrouver sur le site internet ou la plateforme Mickey Connect. Vous avez un accompagnement avec le STOMI AFA, ou la ligne d'appel de l'AFA. Le prochain rendez-vous, c'est le 8 octobre avec le Mickey Discus spécial ado. Et enfin, un rappel, c'est que le direct de l'AFA peut être vu avec le replay. Si vous vous êtes inscrit pour voir ce direct de l'AFA, vous allez recevoir à l'issue de l'émission un lien pour pouvoir aller voir l'émission en replay. Donc voilà, l'émission arrive à sa fin. Donc merci à tous, merci Stéphanie, merci Monsieur Sénès, merci à Alexandre et à David qui étaient là à côté pour nous aider. Donc à très bientôt et pour un prochain direct. Merci beaucoup à tous.